Donc nous sommes très très fiers effectivement d'avoir l'honneur d'accueillir Gilles Clément pour le lancement de ce premier cycle. Et je passe tout de suite la parole à Ruth Stegacy. Alors, ce colloque qui s'ouvre maintenant est placé sous le signe du génie ou même des génies. Il y en a déjà deux, le génie naturel, le génie humain, auquel il faut adjoindre le génie des lieux. Le génie des lieux, c'est Augustin Berg qui racontait qu'il avait visité un jour un jardin japonais qui avait été conçu à la manière des jardins traditionnels. Et il l'avait trouvé vraiment très très beau, mais il n'avait ressenti aucune émotion. Et il s'interroge sur le génie des lieux en disant qu'est-ce qui fait qu'il y a un génie des lieux ou pas. Et il propose que ça soit l'histoire du lieu, qu'il faut qu'il y ait des générations précédentes qui aient apporté quelque chose dans le lieu pour qu'on puisse y ressentir une certaine forme d'émotion. La beauté, on peut toujours la voir, on peut la constater, mais le sentiment... Le sentiment s'est donné par le passage de ceux qui nous ont précédés. À cela, Gilles Clément précise, lui, qu'il faut un interprète du génie des lieux. Un génie des lieux, s'il n'y a personne pour le regarder, pour le voir, n'existe pas vraiment. En tout cas, on a besoin de cette interprétation. Et tu dis, Gilles, une fois, que peut-être que cette interprétation, ce lien qui se fait avec un lieu habité, un lieu fort, n'est peut-être pas le même à toutes les époques. Que certaines époques ont pu parfois... Non, tu n'es pas obligé de prendre le micro tout de suite, là. Non, pas tout de suite. Que parfois, on a pu à un moment avoir un sentiment commun par rapport à un lieu et que ce sentiment s'évapore, disparaît et est différent selon les époques. En tout cas, il me semble que Royaumont est un de ces lieux habités. En tout cas, depuis que nous y sommes arrivés hier, j'ai ce sentiment-là, que c'est un lieu qui est du côté de la vie et pas du côté d'un passé un peu mort qu'on essaierait de maintenir. On sent qu'il y a qu'il y a toujours de la pensée, qu'il y a toujours du cœur, du sentiment, de l'émotion, du désir, et que tout cela concourt à en faire un lieu d'inspiration. Et j'espère que cette inspiration sera sur nous tous au cours de ces 2 journées, qui vont être consacrées à un sujet tout de même très important, très grave, et sur lequel je pense qu'il n'y a pas de réponse véritablement, c'est comment habitons-nous notre terre, en fait. Alors on va commencer par notre habitat à nous, et puis on va élargir progressivement notre habitat, et puis l'espace immédiatement contigu, le jardin, et puis l'espace au-delà, et puis nos relations à la planète et nos relations aux non-vivants, enfin, toutes ces façons d'être au monde, d'être dans le monde ou en surplomb par rapport au monde ou en regard par rapport au monde. Alors, Gilles Clément, on ne le présente plus, on a tort, parce qu'il nous surprend toujours. Il est devenu maintenant un auteur de science-fiction remarquable. Si vous n'avez pas encore lu Le Grand Bal, je vous conseille. C'est véritablement de la science-fiction pas si lointaine dans le temps. Hein. On a l'impression qu'on y est presque. Ça parle de Constantin Petcou, qui est tout à fait à ma droite et qui a l'air tout à fait étonné ou admiratif. Vous avez lu Constantin, le livre ? Oui, hein. Alors, Constantin Petcou, qui a créé avec Doina Petrescu l'atelier AAA, Atelier d'architecture autogérée. C'était au tout début du XXIe siècle, en 2001. Et le travail de Constantin, qui est architecte, donc, consiste à rendre la ville à ses habitants, autant que possible, créer des lieux de résilience. Il y a eu beaucoup d'expériences. Alors, vous avez sans doute entendu parler des jardins éco-box, peut-être, de la rue Pajol, des jardins sur Palette. Et puis, il y a eu cette ferme urbaine, Agrocité, et tout son complexe autour, rue urbaine à Colombes, dont Constantin nous parlera tout à l'heure, avec un destin assez particulier, mais tout à fait emblématique de ce qui se passe à notre époque.
Et cette volonté toujours de recréer du lien entre les gens et entre les lieux. Voilà, ça sera la façon dont on parlera de habiter, comment on habitait hier, comment on habitera demain. Et puis Éric Bernard, de la pierre, vous vouliez passer au bâti et vous êtes devenu architecte. Et en devenant architecte, vous avez vous aussi créé un atelier. Alors vous n'avez que 2 A, vous. AA. Et avec un autre tailleur de pierre qui lui aussi avait fait ce choix de devenir architecte. Alors, dans les textes de préparation du colloque, il y avait une petite phrase qui m'avait fait un peu sursauter. On disait qu'il était dit que le béton des Romains avait survécu jusqu'à nous et qu'il était bien meilleur que le béton actuel et que la question était presque est-ce que ça serait un matériau d'avenir. Et quand je vous ai posé la question, vous avez immédiatement bondi en disant que c'était hors de question, que le béton, c'était vraiment pas un matériau pour nous, et que vous vouliez des matériaux nobles, la pierre, le bois, pas la terre, pas la paille. Vous avez un micro. Oui, bien sûr, il faut lier tous ces matériaux qui nous viennent naturellement, voilà, tout simplement. Alors bon, si j'enchaîne, donc nous on est un collectif en devenir, puisqu'on n'a que 2 A, donc on va progresser. Mais pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on a engagé un acte, disons, on est dans l'action pure et simple. On a créé donc un collectif qui fédère des intérêts tout à fait hétéroclites, mais toujours liés à l'acte de bâtir. Donc, ça peut partir donc des carrières d'exploitation classiques avec l'ONF, et puis après on a découlé notre lien avec des entreprises, mais toujours des entreprises à échelle humaine, c'est-à-dire des petites PME. Qui sont issus du milieu monument historique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien évident avec les métiers. Et l'acte qu'on a engagé il y a 2 ans avec mon collègue Arnaud Benoît, donc c'était surtout de reprendre la main. C'est-à-dire c'est un acte de reprise de pouvoir, je le dis en toute simplicité, de reprise de pouvoir du gros œuvre, c'est-à-dire rebâtir comme ce que vous avez autour de vous, en toute simplicité, c'est-à-dire avec de la pierre massive, du bois massif. Tout ça pour rendre l'usager heureux de vivre dans des choses qui lui sont proches, qui ne soient pas des matériaux retransformés, retraités, requalifiés, etc. Donc ça, c'est un combat. Donc voilà, on est devenus des guerriers à notre manière. Constantin Petcou, cette question des matériaux, elle se pose aussi ? Oui, elle se pose. C'est pas primordial ? Non. Évidemment qu'on ne travaille pas avec du béton, on travaille beaucoup avec du bois, de la paille, des matériaux de réemploi, des matériaux recyclés, même réemployés plusieurs fois. Mais ce n'est pas primordial, c'est un des aspects. Donc qu'est-ce qui serait primordial alors ? Ce qui est primordial, c'est ce qui vient avec, c'est l'empreinte écologique, c'est la distance de transport des matériaux, c'est plutôt en fait l'ensemble de la démarche. En fait, nous, on est dans une démarche de résilience urbaine, donc d'écologie, transition écologique. Donc pour nous, c'est ça en fait qui est primordial. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette résilience urbaine sur le plan de l'habitat ? Parce qu'effectivement, les matériaux, vous l'avez tout de suite précisé, ce sont des matériaux simples de réemploi qui sont plutôt locaux, en tout cas en circuit court. Mais il y a aussi... Enfin, je pose la question parce que je trouve que Éric Bernard a employé une expression importante, celle de reprise en main. Et il me semble que c'est aussi au cœur de votre démarche, d'une certaine manière. Tout à fait, oui. Le problème, c'est primordial, c'est pas la carcasse, c'est pas le contenant, en fait. L'architecture, c'est un contenant. Mais ce qui compte, c'est le contenu, en fait. C'est l'habitant et les usages qu'il fait. Et pour nous, ce qui est primordial, en fait, c'est les usages et les modes de vie, en fait. Et pourquoi c'est primordial ? Parce qu'en fait, c'est les modes de vie qui sont malheureusement
coupables à l'origine des crises globales d'aujourd'hui, donc le réchauffement de la planète, pollution, biodiversité en chute libre, etc. Et donc pour nous, c'est ça qui compte. En fait, parce que sinon, on fait des écoquartiers, c'est très bien, c'est avec des matériaux réemployés peut-être, etc., même si ce n'est pas encore le cas. Mais les gens, ils habitent comme partout ailleurs, et donc on ne résout rien, en fait. On résout très très peu et pas assez. Donc c'est important, mais ce n'est pas primordial. Gilles, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette notion d'habiter? Habiter, c'est pratiquement le geste premier. On se crée un territoire, on s'aménage un coin, un territoire. On a toujours fait ça. Oui, on aura peut-être l'occasion d'en parler d'une autre façon avec les expériences dans la Creuse. Plusieurs personnes ici ont construit leur maison, mais avec ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. C'est des pierres. Moi, j'ai commencé comme ça, et ceux qui sont venus m'aider ont enchaîné pour faire leur propre bâti. Et donc, il y avait quelque chose de très évident et logique, immédiat. Il n'était pas question d'aller importer, faire venir de loin quelque chose qui serait soi-disant à la mode. On avait le matériel, on l'a le matériel. Donc c'est pour moi une question très très importante. Mais les deux ici, la reprise en main et l'autre façon de vivre, ces deux choses qui ont été évoquées par Éric et Constantin, sont des choses qui sont extrêmement importantes à une époque où on est plutôt robotisé, obligé à une certaine consommation et puis obéir, quoi. Là, on n'est plus du tout dans... Moi, c'est pour ça que c'est très important que vous soyez là, quoi. C'est pour le changement du modèle de vie, complètement. On n'y est pas du tout, comme vous pouvez l'imaginer. Et tous les exemples qui peuvent exister et qui peuvent faire la démonstration, on aura tout à l'heure des exemples avec la ZAD, d'une autre façon de vivre, sont très, très importants. L'arasement à tout niveau, qu'il soit culturel ou je sais pas, dans l'application du modèle économique, la façon de parler, etc., c'est dramatique. Ça ne correspond pas du tout à une façon de vivre par rapport au lieu où l'on habite. À chaque lieu, il y a quelque chose de différent, qui est un matériau différent, une géologie différente, même une série d'espèces végétales différentes. Enfin bref, comment vit-on correctement? Comment applique-t-on notre expression, notre compréhension du monde, donc du génie humain, s'il peut exister? Comment la rend-on possible en dialogue avec le génie naturel tel qu'il existe? Et là, on va vers l'économie de la non-dépense presque systématiquement. Ce n'est pas du tout ce que le marché désire, évidemment. Alors tout de même, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est... tu dis, nous avons construit nos maisons avec les matériaux qui étaient sur place, c'était évident, si ce n'est que ça n'est plus du tout évident pour la majorité de nos contemporains qu'il soit possible de construire une maison. Ils peuvent tous construire. Il n'y a pas de problème. Ils ne savent pas qu'ils peuvent, c'est tout. Ils ne savent pas qu'ils peuvent. Mais c'est de ça que je voudrais qu'on parle. C'est cette dépossession qui fait qu'on a oublié qu'on était tous capables de créer notre habitat. Et c'est peut-être là que la notion de reprise en main, elle a tout son intérêt, Éric Bernard. Oui, alors j'ai fini par le mot guerrier parce que c'est quand même un coup de gueule à apporter. Quand on fait un constat de notre corporation de tailleurs de pierre ou même charpentier, on est des survivants, quoi. Parce qu'actuellement, pour faire vite, on est 3000 tailleurs de pierre en France. Et cette corporation a tenu son savoir-faire, autant pour les charpentiers, hein, donc, parce qu'il y a le milieu monument historique qui nous a portés jusqu'à ce jour, là. Et on devient des animaux de foire, quoi. Enfin, je suis assez radical et assez fort parce qu'il y en a marre qu'on reste dans une forme de silence un peu convenu. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu en faisant mes études d'architecte que l'acte de bâtir, c'était surtout pour les autres, c'était pour l'usage, pour permettre de faire un refuge stable aux gens,
que les gens puissent investir leur lieu de vie. Et comment investir leur lieu de vie si on leur donne des boîtes uniformes, donc on crée un malaise, le fait de mal construire. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est évident, tout le monde en a parlé. Et là, nous, en homme de métier, on a un savoir et on voudrait le propager avec des matériaux qui deviennent de fait maintenant pertinents pour plein de raisons thermiques, acoustiques, phoniques, tout ce que vous voulez. Et ne plus travailler avec des produits qui nous sont obligés, quoi, parce que les capitaux se sont positionnés sur cette production de manière de bâtir et que l'argent est fait par ces groupes. Donc là, je suis, peut-être au sein de l'Assemblée, il y a peut-être des gens qui en font partie, quoi, mais il y a vraiment des paramètres à changer qui sont évidents. Et puis là, je veux dire, les carrières sont en train de crever à petit feu, quoi. Je veux dire, les Pourquoi ? Mais parce que les quantités de pierres sorties pour le bâti en général est dérisoire, quoi. Et la forêt, alors bon, là, moi j'ai découvert ça depuis peu, depuis qu'on travaille avec l'ONF. On est face à des constats qui nous viennent donc on travaille avec la direction de l'Île-de-France. Et rien que sur l'Île-de-France, il y a des chiffres qui ne sont pas dits. Mais je veux dire, chaque année, il y a des carences de coupe énormes qui sont faites sur les forêts domaniales, etc. Par exemple, en 2017, ça a été plus de 100 000 mètres cubes de chênes qui n'ont pas été coupés parce que il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'ouverture. Et dès qu'il y a des ouvertures, ça part à 80 ou 90% en Chine. Enfin, c'est les Chinois qui achètent pour l'envoyer au Vietnam pour faire des meubles qui nous reviennent. Enfin bref, le topo est toujours le même. Là, cette année, c'est 300 000 mètres cubes de châtaigniers qui vont être debout, qui n'ont pas de coupé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de débouché. Parce que le châtaignier est un bois un peu plus difficile à travailler, un peu plus difficile à commercialiser. Donc tous ces personnes-là qui sont responsables de cette gestion sont complètement impuissants. C'est-à-dire qu'ils ont un patrimoine énorme dans les mains et ils se sentent complètement... Alors, il n'y a pas simplement ce combat du savoir-faire, du métier, etc. C'est qu'on s'est aperçu qu'à côté, dans ce collectif qu'on a constitué, il y a des urgences partout. Voilà. Donc, c'est assez affligeant, quoi. On est en fait sur deux circuits complètement différents entre Éric et Constantin. L'un qui est dans les matériaux dits nobles et qui sont effectivement des matériaux qui demandent un très grand savoir-faire, qui sont des matériaux assez coûteux en général. Et non, c'est pas coûteux la pierre extraite d'une carrière ? Dans le micro. Je dis non parce que, enfin bon, c'est un peu pareil. Je suis un peu rentre dedans, mais je veux dire, si on optimise, si on met des gens de métier à gérer cette problématique, on peut arriver à... Là, alors, l'opportunité du Grand Paris nous a permis d'être lauréat et de travailler notre démarche à grande échelle. Donc, en plus, je veux dire, pour venir sur le cas de la Noucaillé, qui est un quartier difficile de Bondy, on est arrivé, alors, par choix stratégique, on s'est dit on va répondre avec notre côté farfelu, complètement décalé, dans un lieu qui est lui-même décalé et délaissé. Donc, le pouvoir public, les politiques nous ont choisis. C'est un pari complètement dingue, puisque on a été jusqu'au bout du concours sans promoteur. Donc on a refusé la pression du promoteur dans le concours. On a été les seuls à maintenir ce cap. Donc le jury du Grand Paris a été complètement effrayé de nous voir mandataires d'un projet avec des millions d'euros. Donc on s'est retrouvé avec l'association d'un promoteur. Et là, c'est très difficile actuellement de négocier avec lui. On doit déposer le permis au mois d'octobre. Mais venons-en au projet. Alors, le tout de tout ça, c'est que voilà, le projet, c'est de bâtir dans ce lieu complètement étonnant, comme si on bâtissait de l'haussmannien à Paris il y a un siècle et demi, quoi. Voilà. Mais on a les moyens de le faire, et là on s'est aperçu qu'en faisant de la faisabilité, donc au niveau du coût, qu'on n'était pas aussi délirant, quoi. On est sur des coûts qui vont de 20, 30, 40% de plus que la construction habituelle. Alors on a les moyens.
On a les moyens aussi, et Constantin Petcou l'a largement prouvé avec l'atelier d'architecture autogérée, de créer en pleine ville, dans ce qu'on appelle les dents creuses, au bas des immeubles, un peu partout, des espaces où il puisse être possible de se retrouver, de cultiver ensemble, de fabriquer ou de retaper ou de recycler, de discuter. Alors on a du maraîchage, on a des poulaillers, on a des Fab Labs, on a eu à Colombes par exemple. C'était le projet plus qu'un projet, la réalisation urbaine qui a été d'ailleurs financée, là pour une fois, pour le coup, par la communauté européenne, qui a permis des réalisations assez extraordinaires et qui a permis une vie de quartier très dense, très heureuse. Peut-être que vous avez quelques photos d'ailleurs à nous montrer, ouais, Constantin. Donc on croit avoir 2 planètes et demie, et pour l'instant on n'en a pas. Et plus on avance, en fait, plus on consomme la planète, plus on est en train de la polluer. On peut la casser, la détruire. Et là, je vais vous montrer quelques diapos avant de montrer ce qu'on fait nous, que Doina Petrescu me conseille toujours de ne pas montrer parce qu'elles sont très connues, les images, mais moi j'aime bien les voir tous les matins presque. Ça, c'est une image qui montre les effets de l'Anthropocène, c'est-à-dire que la ligne rouge, elle montre comment la température elle augmente, elle va continuer à augmenter à cause de nos activités. Et puis quelles activités? Ben, c'est un peu tout. Si vous voyez, donc on parle beaucoup de transport en avion, mais le transport en voiture tout seul, c'est plus grave que le transport en avion. Et c'est pas que l'avion, c'est l'agriculture urbaine, l'agriculture en général, l'agriculture industrialisée, c'est les modes de construction. En fait, tous nos modes de vie sont à l'origine des crises globales. C'est important quand même de se rappeler qu'on est dans un des pays riches qui consomme et qui pollue plus que les autres. Ça veut dire qu'on est tous responsables. Et donc, nous, on s'est dit qu'en fait, il faut, comme disait Gilles, il faut agir partout pour pouvoir tout changer. Donc, il faut une solution systémique. Ça veut dire qu'il faut agir et transformer les barres d'habitation en habitat partagé, mutualiser la machine à laver, des voitures, etc. Permettre des dynamiques bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire avoir des utilothèques, des grénothèques, des banques de temps et permettre une gouvernance sur des principes de bien commun et mettre en place évidemment des circuits courts avec des effets de transversalité et ça j'en passe et j'arrive aux images. Et donc, on a commencé ça en 2008. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas encore les crises économiques à l'époque. Ça a commencé une année plus tard. Le réchauffement climatique n'était pas encore officiel, donc on a commencé très tôt. On a réussi à convaincre la municipalité de Colombes. C'était très novateur à l'époque. Donc, on a prévu 3 unités. Ça marche tout seul, hein. 3 unités justement pour agir de manière systémique et à l'échelle de l'habitat et de l'agriculture urbaine et de l'économie solidaire. Donc on a construit en bois avec isolé à la paille locale. On a mis en place du maraîchage et à la fois des jardins partagés pour que tout le monde puisse s'investir. On a réutilisé les déchets organiques, donc on a récupéré des invendus de marché local. Petit à petit, on a fait des échanges de savoir-faire entre les Portugais, les Nord-Africains, ceux de souche, etc. Et en fait, comme vous disiez Ruth, en fait, de plus en plus, les habitants, ils sont devenus porteurs du projet. Donc au départ, quand il vient en tant qu'usager, parce qu'on s'est habitué d'être usager, un peu de tout. Donc nous, on dit qu'on consomme notre ville, on la produit pas, en fait. Mais il ne s'agit pas de produire juste la maison, parce que c'est rare quand même de pouvoir construire sa maison, mais il faut produire la ville, c'est-à-dire la concevoir, participer à sa gestion, etc. Et donc dans ce type d'espace, les habitants, ils viennent au départ comme usagers, et petit à petit, ils prennent des responsabilités, ils deviennent porteurs de projet, ce qui nous permet à nous de se retirer, et c'est eux qui portent plus tard le projet, qui devient autogéré par ailleurs, et qui devient aussi souvent autofinancé, ce qui est important pour faire plus de projets et pour que ça coûte moins cher dans le temps. Évidemment, c'est des poulaillers, des abeilles, de la biodiversité, et les jardiniers deviennent des performeurs hein, dans le domaine. On a fait aussi des magasins non consuméristes, locaux. On a fait des débats. Parmi d'autres, il y a Gilles Clément, aussi présent.
qui est venu faire des conférences. Il y a d'autres conférences, j'en passe. Et on a fait des prototypes très simples qui peuvent être gérés à la suite par les habitants devenus porteurs de projets pour phytoépurer, pour faire chauffage à compost, etc. Ou réutiliser l'eau pluviale. Évidemment qu'on n'imperméabilise pas de tout. Donc le bâtiment, il flotte un peu sur le terrain, ce qui est très bien pour la planète. On a testé plus de 200 légumes. Donc ça avait l'air comme ça. En parallèle, parce que je disais c'est systémique, donc on doit trouver des solutions systémiques. On a fait une unité d'économie solidaire dédiée au recyclage et réemploi des déchets locaux pour faire de l'éco-construction. Et donc le bâtiment lui-même, il était fait avec des conteneurs de réemploi isolés à la paille, avec des espaces de makers, de coworking. Et puis des habitants ont commencé à faire des activités de repères vélo, des repères café, avoir des initiatives à retaper des meubles trouvés dans la rue. Et tout s'était mis en place avec un système de gouvernance collective qui s'installait petit à petit avec des séminaires, des spécialistes, des étudiants et des systèmes open source pour communiquer entre les unités. Et donc, à propos d'autofinancement, j'ai encore 3 minutes, je crois. Ça, c'est très important. C'est une affiche qui était à l'entrée de l'Agrocité qui expliquait le modèle économique. Et n'importe quel habitant qui voulait gagner un peu de sous, arrondir ses fins de mois, il comprenait que s'ils vont mettre 100 € pour acheter un peu de riz, un peu de je ne sais pas quoi, ils vont fabriquer un plat. Et comme ça, s'ils arrivent à vendre leur plat, ils pourront avoir 80 de bénéfices pour eux et 20% pour les charges d'électricité, sécurité, eau des lieux. Et donc ça, c'est très important parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir une pensée économique et donc c'est aussi important qu'ils puissent gérer les unités à la longue. Piscine, on devrait avoir des lieux où on peut commencer à s'impliquer et faire la transition écologique de laquelle on parle beaucoup et en fait on ne fait pas grand-chose. Et donc on doit avoir des équipements municipaux où on puisse venir s'impliquer, recycler, produire localement, partager, etc. Et donc le maire de Gennevilliers, il voulait une unité comme ça. Comme ça se trouvait qu'il avait une qui était en démolition, on l'a sauvegardé, on l'a déposé dans un stockage. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a reconfiguré un parking existant, celui-ci, on l'a éliminé. Et à la place du parking existant à Gennevilliers, on a construit une agrocité. En fait, on a reconstruit l'agrocité. Ce qui est bien aussi, c'est que des gens de Colombes, comme ils sont venus, ils continuent à venir actuellement, ils sont devenus nos ambassadeurs, les ambassadeurs d'Air Urban en fait. Et en parallèle, je disais qu'il y a d'autres municipalités qui s'intéressent, donc on est en train de commencer à Bagneux, une agrocité peut-être en recyclable. On prépare un bâtiment tout en bois sur 6 niveaux qui implique d'autres types d'activités, mais Air Urban aussi, donc il y a peut-être la nef, Enercop et d'autres qui seront dedans, avec des principes de circuit court, des eaux grises qui sont phytoépurées. Et donc l'idée, en fait, que Air Urban, ce n'est pas un projet, c'est une stratégie qui a vocation à devenir un mouvement. La transition écologique, il y a un coût pour ça. Donc il y a eu des estimations. Je ne sais pas si vous connaissez le coût de la transition écologique. Transition écologique. C'est hors de prix. Donc il y a des calculs, c'est pas mal. Donc jusqu'en 2050, on doit mettre 44 000 milliards de dollars. C'est très abstrait. Le budget annuel de l'Union européenne, c'est 160 milliards. Donc si toute l'Union européenne mettait tout son budget seulement à la transition écologique, elle aurait besoin de 230 ans. Et en fait, on n'a que 25 ans. Et en fait, les Américains, les États-Unis, ils ont un budget de 4 400, donc eux, ils pourraient le faire en 10 ans. Mais eux, ils sont en déficit, en fait. Leur budget, il est déficitaire de 60 milliards. En fait, quand j'ai appris ça il y a quelques temps, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête tout, c'est pas la peine, c'est trop tard. Mais en réalité, si tu calcules un peu mieux, parce qu'il n'y a pas seulement le budget de l'Union européenne, il y a le budget de chaque pays, je crois qu'il va falloir faire une sorte de banque citoyenne où tout le monde met de l'argent. On devrait aussi calculer du bénévolat. Nous, on fait beaucoup de bénévolat pour faire ça, hein, parce que le bénévolat, c'est un prix. Je crois qu'on pourra arriver. Mais ce n'est pas simple. Et donc actuellement, on réfléchit, on a fait une charte qu'on a lancée à la COP21. Et donc il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de porteurs de projets qui s'intéressent.
On a un porteur de projet à Londres, il y a d'autres qui veulent faire pareil ou à Berlin ou en Afrique aussi et ailleurs. Et donc nous, on travaille fort pour développer ça. On croit qu'on a seulement 2-3 ans, c'est là que ça se joue. Et on cherche des partenaires, donc on a gagné un prix prestigieux avec lequel on essaie d'y aller au ministère. Ils sont très sympas, mais ils n'ont pas des moyens. Donc je crois qu'ils en ont, mais ils ne le savent pas. Donc on essaie de mettre le plus de partenaires possible autour de ce projet, parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup. Nous on sait un peu ce qui se passe dans ce monde-là. Je crois que Gilles, c'est pas pour rien qu'il nous a mis en tant qu'architecte au début du débat. C'est parce qu'on est un peu coupable en fait. Les architectes et les urbanistes sont parmi ceux, comme les politiciens et d'autres, qui sont coupables de l'état actuel. Mais on n'est pas les seuls. Et pas moi personnellement, mais les urbanistes, non, moi quand je vais en banlieue, ils me disent on ne veut pas d'architectes. Les architectes, c'est du béton et beaucoup d'argent. C'est ça l'image des architectes chez les autres. Et donc c'est à nous, mais pas seulement les architectes, tous les cuisiniers, les pédagogues, les Européens surtout, parce qu'on a les moyens, on se plaint qu'on n'a pas les moyens, mais par rapport à d'autres pays et d'autres continents, ben on en a. Hein. En tant qu'Européens, on a une responsabilité. Et donc en tant que Français, on a encore plus peut-être. En tant que personne ici, j'espère que vous serez impliqués. En tout cas, ce qui est clair, quand on vous écoute l'un et l'autre, c'est le lien fort entre habitat et manière de vivre, et manière d'habiter la planète, justement. Hein, Gilles. Il y a aussi, peut-être très rapidement, Eric pourrait nous parler de ces projets de meubles urbains qui sont des inventions pour la ville d'aujourd'hui. Oui, enfin, bon, c'est un petit détail à côté du projet qu'on a à Bondy. Dans le concours qu'on avait intégré à Bondy, on a un principe constructif qui fait qu'on a essayé de simplifier au maximum le gros œuvre pour se projeter non pas sur quelque chose de définitif, mais comme la pierre et le bois le permettent, c'est-à-dire de construire, déconstruire, reconstruire, etc. C'est-à-dire que le foncier, d'une manière ou d'une autre, est un lieu sacré. Et on considère que le fait de rendre cette réversibilité des matériaux et des exemples dans l'histoire sont multiples. Bon, on prend par exemple l'histoire de l'abbatiale à côté qui a été démontée pour faire des logements ouvriers, pour permettre d'installer un système productif de sites tisserands, etc. Donc voilà, à partir du moment où il y a un acte politique, un désir politique, la pierre et le bois, conçu et mis en œuvre d'une manière traditionnelle, permet de revenir dessus et de le remodeler, quoi. Donc ça peut paraître énorme comme système, mais la ville a toujours été construite comme ça depuis les Romains. Les lieux de construction romaine ont servi de carrière, etc. Donc nous, on veut poursuivre ça. Pourquoi ? Parce que ça a la pertinence actuellement de construire comme ça, de voir qu'un bâtiment peut être désossé facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un savoir-faire de métier qui le permet. C'est-à-dire que rien n'est figé. Quand vous coulez du béton, c'est figé. Ça demande après une énergie grise colossale pour pouvoir démonter, recycler, etc. Donc c'est une projection sur du temps long, mais qui est pertinent. Donc ça, c'est la démarche qu'on met en avant. Et après, le petit objet, c'était le meuble. Donc on a développé des gammes de meubles pour essayer de les rendre abordables avec des matériaux. Donc on a travaillé avec des scieries, donc du bois de chêne, du bois de châtaignier, de bois noble, non transformé. Et on a conçu des prototypes qui pouvaient être sortis directement de la scierie, c'est-à-dire sans aucune complexité de montage, ni d'apport de pièces métalliques ou plastiques ou quoi que ce soit. Donc là, on a réinventé Ikea, mais dans l'essence de leur créateur d'origine, c'est-à-dire Alvar Aalto, etc. Et donc, on s'est nourri de tout ça, et là, comme une petite histoire qui est née, là, ça prend des proportions assez fortes. Et du coup, on développe une gamme de meubles qui va être sur Internet, enfin sur un site octobre-novembre. Donc, vous pourrez taper. La coopérative a été créée samedi dernier. Ça s'appelle G du bois. Donc, on a voulu donner un titre tout simple, tout idiot, facile à se rappeler, quoi, voilà. Donc, G, c'est la lettre G. G, point oui. du bois. Et non, G du bois. Donc, G du bois. Il n'y a pas de point ? Ah si, il y a 2 points. Il y a un point après G et du et un point après bois.
Quand on vous écoute, on a le sentiment à la fois d'une tâche colossale, effectivement, au regard des enjeux que Constantin a rappelés. On a parfois l'impression que ça demande énormément d'efforts, de moyens, de savoir-faire, et en même temps que ça peut être très simple, que ça peut aller très vite. Je ne sais pas si vous avez ce double sentiment comme moi, mais je trouve que c'est vraiment comme si les deux coexistaient, en fait. Le sentiment d'urgence et la conviction ou le fait d'être rassuré sur le fait que, bah oui, ça peut aller très vite. Ça peut se faire vite, ça peut aussi être détruit très vite. On l'a vu dans l'exemple de Colombe. Juste pour la petite histoire, la mairesse de Colombe, dans une interview au journal local, disait ici, c'est pas Notre-Dame-des-Landes, la loi s'applique. Alors on va continuer avec Notre-Dame-des-Landes, parce que ici, c'est un peu Notre-Dame-des-Landes. Et on va demander à Alex et Christophe Tardivon de venir, et également à Adrien Pichon de nous rejoindre. Alors je vous propose, oui, peut-être de vous asseoir dans la salle, parce que comme les deux thèmes sont vraiment très liés, on va continuer avec ces exemples-là, et puis on fera après une discussion générale.